Bonjour ou bonsoir, je m'appelle Caroline Savard, je suis sage-femme à la maison de naissance du Boisé à Blainville, qui est un service du CISSS des Laurentides. Alors, l'information qu'on va vous donner ce soir pour ce cours prénatal-là, il s'applique aussi bien à une femme qui est suivie par une sage-femme ou par un médecin. Alors, moi, c'est Marlène Weffler. Je suis infirmière clinicienne au CSS des Laurentides en périnatalité petite enfance. Bienvenue au cours de préparation à l'accouchement. Aujourd'hui ou ce soir, on va voir la préparation, les différents stades, les interventions puis les moyens de gestion pour la douleur. Si on regarde au niveau des objectifs, évidemment, ce cours-là a comme but de vous préparer à l'accouchement. On va voir le déroulement de l'accouchement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe durant un accouchement? On va apprendre à apprivoiser la douleur. Il va y avoir une vidéo qui va être faite par une collègue qui s'appelle Ariane, qui va être seulement sur la douleur et le positionnement que vous allez pouvoir visionner également. Ensuite, on va voir les situations particulières, les imprévus qu'il peut y avoir durant un accouchement et les premiers moments avec votre bébé qui sont extrêmement précieux. L'accouchement, évidemment, se prépare en confiance. Je pense que ce qui est important, c'est surtout de faire confiance en votre corps parce qu'il y a tous les outils pour favoriser un accouchement naturel. Je pense que chaque femme devrait croire en ses capacités de donner naissance. Donc, c'est super important de faire une bonne introspection de soi-même et de bien se préparer également. De s'informer sur le processus, se préparer mentalement de ce qui s'en vient, parce que plus on est préparé, plus on sait à quoi s'attendre également. Donc, c'est super important de démystifier nos peurs, d'en parler aux professionnels de la santé, à notre conjointe ou la personne significative, parce que quand on a peur, on vit beaucoup d'anxiété, bien, des fois, ça va moins bien. Évidemment, ce qui est important, c'est de comprendre. C'est quoi un accouchement? On a des contractions, on dilate de 0 à 10 cm, on a la poussée. Bref, il y a différentes étapes du travail, qui est un long processus. Chaque femme vit son accouchement différemment. Chaque histoire est différente et c'est jamais la même après plusieurs enfants. Un accouchement, Caroline va vous en parler tantôt, on n'accouche pas en 5 minutes sur le bord d'autoroute ou dans la toilette en plein milieu de la nuit. Faut se préparer, il faut être réaliste dans notre préparation. C'est pour ça qu'on vous encourage à faire un plan de naissance, de voir c'est quoi vos attentes, puis de discuter aussi avec la personne qui va vous accompagner, parce que c'est important aussi de vous outiller, vous qui est la personne qui accompagne durant l'accouchement, puis vous êtes extrêmement privilégiée et importante dans ce processus-là. Donc, je pense que c'est important de tous de se préparer. Allons voir maintenant les signes de grossesse. Je vais commencer en vous disant que ça ne se passe pas comme dans les films américains. Dans les films qu'on voit souvent à la télévision ou les émissions, une femme est au restaurant avec sa grosse bédaine, puis là, elle crève ses os, il y a plein d'eau à terre, et puis là, elle a une méga grosse contraction, elle tire sur la nappe, la vaisselle tombe à terre, son mari se dépêche de l'amener à l'hôpital, elle a une longue contraction qui va durer jusqu'à temps qu'elle aille son bébé 10 minutes après. Un beau bébé de 3 mois ou plus, tout propre, qui n'a pas de cordon ombilical. Alors, disons que les films ne nous aident pas à nous préparer de façon réaliste à c'est quoi la réalité d'un accouchement. Donc, un accouchement, en fait, c'est un processus. C'est quand même un long processus qui a plusieurs étapes et qui commence déjà à se préparer dès les dernières semaines de la grossesse. À la fin de la grossesse, vous allez déjà avoir des signes que vous approchez de la fin. Donc, il y a en premier, vous allez, surtout pour un premier bébé, vous allez peut-être remarquer qu'à un moment donné, le bébé s'engage. Donc, l'engagement du bébé, en fait, c'est le bébé qui descend dans le bassin. Alors, vous avez votre bassin comme ça, le bébé qui se tient un petit peu au-dessus de la symphyse et à un moment donné, poup, il va se descendre dans le bassin, derrière la symphyse. Alors, l'effet que ça va avoir, c'est que bien, vous allez être libéré un peu de la respiration. Vous allez peut-être avoir moins de brûlement d'estomac que vous en aviez. Par contre, ça vient faire plus de pression en bas. Donc, plus souvent, on a plus souvent envie de faire pipi.
Le sommeil, bon, peut être plus difficile, soit parce qu'on se réveille pour faire pipi souvent ou juste parce qu'on est rendu avec une trop grosse bédaine. On peut avoir plus de douleurs dans le bassin, se mettre à marcher en pingouin. On peut remarquer aussi une diminution de la prise de poids à la fin de la grossesse et naturellement des changements d'humeur aussi. Votre sage-femme ou votre médecin va peut-être vous examiner dans les dernières semaines de grossesse pour vous apprendre si votre col a commencé à se modifier, à ouvrir ou à s'effacer. On y reviendra tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Ensuite de ça, en fin de grossesse, vous pourriez remarquer à un moment donné que vous perdez du bouchon muqueux. Dans le fond, le bouchon muqueux, c'est des sécrétions qui se forment à l'intérieur de votre col pendant la grossesse et qui restent là. Donc, le bouchon assure une étanchéité entre l'extérieur de l'utérus puis l'intérieur de l'utérus. Et ce qui peut se passer à la fin de la grossesse, si votre col commence à... Mettons que ma main, c'est le col. Mettons que... Puis le bouchon muqueux, c'est un Kleenex. Si votre col commence à ramollir à la fin de la grossesse et à s'ouvrir, il peut libérer le bouchon. Et c'est là que, des fois, certaines femmes vont remarquer qu'elles ont perdu un gros chunk de mucus, comme texture de jello un peu. Du bouchon muqueux, ça peut avoir toutes sortes de couleurs. Ça peut être jaunâtre, blanc, il peut avoir un peu de sang à l'intérieur, ça peut même être grisâtre. Il y a des femmes qui vont voir vraiment leur bouchon muqueux au complet d'un coup à un moment donné. Il y en a qui vont en perdre petit peu par petit peu. Et puis, il y en a qui vont dire, moi, je n'avais pas ça du bouchon muqueux, je ne l'ai jamais vu. Donc, ils l'ont perdu à un moment donné, en cours de travail ou avant, puis ils ne s'en sont pas aperçus. C'est intéressant de savoir que du bouchon muqueux, ça peut se reformer. Quelqu'un qui a perdu du bouchon muqueux à 30 semaines, par exemple, parce que son col a commencé à se modifier à cause d'une menace d'accouchement prématuré, bien, son bouchon muqueux peut se reformer et elle peut en reperdre plus tard dans la grossesse. Ce qu'il y a à se rappeler, c'est que si vous perdez votre bouchon muqueux, ça ne veut pas dire que vous allez accoucher dans les heures qui suivent, même pas nécessairement les jours qui suivent non plus. Ensuite, en fin de grossesse, vous pouvez remarquer que vous avez peut-être plus de pertes vaginales. Ça, c'est normal aussi. Elles sont souvent liquides et abondantes. Ça peut être comme laiteux un peu. Des fois même, ça peut être clair, puis donner l'impression qu'on a perdu du liquide amniotique. Les Braxtonics, ça, c'est les contractions qui font pas mal. Ça veut dire votre utérus qui se durcit, mais qui n'a pas de douleur. Moi, j'aime bien appeler ça les push-ups d'utérus. Donc, l'utérus se contracte puis se pratique pendant la grossesse pour être en forme pour le jour J. Le besoin de faire son nid, le syndrome de nidification, ça, c'est fréquent aussi, puis c'est très normal d'avoir le besoin que tout soit prêt, d'insister auprès de son conjoint ou sa conjointe pour que les tablettes soient toutes installées dans la chambre du bébé, que le linge du bébé soit tout nettoyé, tout bien rangé, tout bien plié. Ça, c'est très normal de vouloir que tout soit prêt pour l'arrivée du bébé. Ça peut être un moment aussi en fin de grossesse où on a besoin de plus de ressourcement, plus de calme. Le début du travail, souvent il y a des femmes qui vont dire « Ah, bébé sort, je suis tannée, quand est-ce qu'il va se décider à sortir? » Mais c'est pas juste le bébé qui décide quand est-ce que le travail commence. On ne sait pas exactement en fait c'est quoi. C'est probablement plusieurs facteurs en fait qui interviennent ensemble qui sont responsables du début du travail. En fait, il y a deux façons de savoir si ton travail commence. Il y a deux façons pour le travail de commencer, soit des contractions, soit crever ses os. Alors, on va commencer par parler des contractions. Tantôt, je vous ai parlé des contractions de Braxtonics, les contractions qui font pas mal, et il y a les contractions qui font mal. Donc, pour vous aider à bien visualiser les deux, je vais juste prendre le temps de vous montrer ici. L'utérus, il est comme une poire à l'envers, en fait. Les parties qui sont sur le dessus de l'utérus, c'est des parties qui sont responsables de se contracter. Puis les parties qui sont en bas, c'est
c'est une partie de l'utérus que sa job, c'est de s'étirer. Fait que pour vous aider à bien visualiser l'effet des contractions sur l'utérus puis des Braxton Hicks, il y a une ballonne, j'ai une ballonne ici. À l'intérieur, il y a une balle de ping-pong qui joue le rôle de la tête du bébé. Donc, quand on a des Braxton Hicks, les contractions qui font pas mal, ce qui se passe avec l'utérus, c'est que ça contracte comme ça. Vous voyez, ça c'est le col. Il ne se passe pas grand-chose. Si on parle de contractions douloureuses ou de contractions de travail, là, à ce moment-là, j'ai tout le temps peur que la ballonne pète. Ah, voilà. On voit que ça commence à travailler. Vous voyez? Donc, le col va commencer à se raccourcir. Et éventuellement, il commence à s'ouvrir. Bon, je ne le ferai pas jusqu'à temps que la petite balle sorte, là, mais vous comprenez l'idée. Une chose qui est très importante à savoir, c'est que ça fait des vagues. Donc, on sent la douleur qui s'en vient, qui monte, qui monte, qui monte, qui arrive à un moment donné à son plus douloureux, et ça redescend, ça redescend, ça redescend. Et puis, en deux contractions, en deux vagues, on a pas mal du tout. Alors, ces périodes-là de repos entre des contractions sont très, très, très importantes. Ça vous permet de reprendre votre souffle, de relaxer, de boire de l'eau, de rire une petite joke. Et puis aussi, les contractions ne sont pas ressenties de la même façon d'une femme à l'autre et pas nécessairement d'un bébé à l'autre non plus. Il y a beaucoup de facteurs qui influencent. Les contractions pendant le travail vont varier en fréquence. Ça veut dire qu'au début, elles vont être plus espacées. Ça se peut qu'elles commencent aux 15 minutes, puis elles vont se rapprocher aux 12 minutes, 10 minutes, 8 minutes, 7 minutes, 5 minutes. Puis elles peuvent aller jusqu'aux 2-3 minutes même. L'intensité va varier aussi. Donc, plus le travail va avancer, plus l'intensité va augmenter. Ça veut dire que vos vagues vont être de plus en plus hautes ou de plus en plus douloureuses. La durée aussi varie. Donc, plus le travail avance en général, plus la durée des contractions augmente. Donc, au début de votre travail, pendant la phase de latence, on va y revenir. Vous allez peut-être avoir des contractions qui vont durer 20 secondes, 30 secondes. Puis plus ça va aller, plus le temps va augmenter pour aller jusqu'à une minute et demie. La rupture des membranes. Donc, ça, c'est l'autre façon dont votre travail pourrait commencer, c'est-à-dire perdre les os, E-A-U-X et non O-S. Je vais vous montrer ici. Le bébé, dans le fond, il est dans des membranes, dans sa poche des os. Là, je ne le mettrai pas là-dedans. Là. Mais ici, c'est un placenta en tissu. Puis autour, vous voyez, il y a deux membranes. Parce qu'il y a deux membranes amniotiques. Le bébé, lui, est au bout de son cordon, là-dedans. Puis les membranes, c'est tout hermétique et c'est plein d'eau, de liquide amniotique. Donc, il y a des femmes qui vont commencer leur travail comme ça. Ils vont pas avoir de contraction, puis à un moment donné, ils vont avoir un gros flutch de liquide. Gros flutch, là, c'est une demi-tasse, une tasse, pas mal gros maximum en général, quoique ça peut varier aussi. Alors là, ça, c'est évident dans ce temps-là. Tu perds une tasse de liquide amniotique, tu le sais que c'est ça. Dans ce temps-là, en général, c'est parce que les deux membranes ont crevé, pas juste une. Fait que les deux membranes crèvent devant la tête du bébé ici. Ça fait un gros flux de liquide et vous savez que vous avez perdu les os. Il y a aussi des femmes qui vont fissurer, qu'on appelle. Souvent, ça va être qu'il va y avoir juste une des membranes qui va avoir percé avec un petit peu de liquide entre les deux. Puis là, ça va s'écouler. Puis là, on va se dire, bon, c'est-tu du liquide? C'était quoi ça? À peu près une cuillère à soupe. On ne sait pas trop. Ça recoule-tu, ça recoule-tu pas? Bref, si vous pensez que vous avez perdu du liquide ou que vous êtes certaine que vous avez perdu du liquide, c'est le temps d'appeler votre sage-femme ou de vous rendre à l'hôpital ou au moins d'appeler à l'unité de naissance, puis on va vous dire quoi faire à ce moment.
Donc, la perte des os, ça peut se produire à n'importe quel moment. Ça peut se produire pour le commencement du travail, ça peut se produire durant la phase de latence, durant la phase active, ça peut se produire au moment de la poussée. Il y a même des bébés qui vont naître avec la poche des os sur la tête, puis on va l'enlever au moment de la naissance de la tête du bébé. Le liquide amniotique, normalement, c'est clair et ça sent rien de très particulier. En tout cas, surtout, ça sent pas le pipi. Si vous avez perdu un petit peu de liquide et que ça sent le pipi, c'est du pipi. C'est pas du liquide amniotique. La raison pour laquelle vous devez appeler à l'unité de naissance votre sage-femme, c'est entre autres parce que c'est le début de votre travail qui va commencer éventuellement. Et il faut qu'on vérifie c'est quoi la couleur du liquide aussi. Il peut être rosâtre, s'il y a un petit peu de sang qui vient de votre col qui est dedans, rougeâtre, jaunâtre ou verdâtre. Bon. Quand on est dans les teintes de jaune ou vert, ça veut dire que votre bébé il a fait son méconium, il a fait caca dans le liquide à ce moment-là. Donc, comme je vous ai dit, aviser la sage-femme ou l'hôpital. Je disais tantôt que la perte des os peut se faire n'importe quand pendant le travail. Si à un moment donné, pendant votre accouchement, votre professionnel de la santé juge que ça serait une bonne idée de crever la poche des os, ça va se faire avec un petit crochet, petit crochet. Et c'est vraiment indolore, ça fait pas mal à la maman, ça fait pas mal au bébé. Ça se fait pendant un examen vaginal. Donc, on met les doigts, on glisse le petit crochet, puis on vient crever la poche des os. Ah, ça, c'est une super belle photo qui vous aide à bien visualiser le bébé dans sa poche. On trouvait important de vous parler un petit peu de vocabulaire médical. Donc, le col de l'utérus, vous l'avez vu, hein, l'utérus, c'est une poire et, en fait, on reprend chaque affaire une après l'autre. Bon. Et la sortie, finalement, de l'utérus, c'est le col. Donc, le col, c'est un petit tube qui a la texture de votre nez, environ, qui pointe pendant la grossesse les fesses de la maman, donc qui est postérieure, qui est fermée, puis qui a une longueur d'à peu près 6 cm. Donc, tantôt, je vous ai montré avec la balloune, là, sous l'effet de la pression de la tête, le col va se raccourcir. C'est ce qu'on appelle l'effacement du col. Donc, si votre médecin, votre sage-femme vous disent ton col est 50 % effacé, ça veut dire qu'il est à la moitié de sa longueur, qui est à peu près peut-être à 3 cm. Un premier bébé, le col va presque complètement s'effacer avant de commencer à s'ouvrir. Un deuxième, troisième, xème bébé, il va faire les deux à peu près en même temps. La dilatation du col, ça, c'est ça avec quoi les gens sont familiers en général. Le col, il va s'ouvrir pour laisser passer le bébé. C'est là qu'on parle vraiment de centimètres. 1 cm, 2 cm d'ouverture, jusqu'à 10 cm. 10 cm, ça veut dire qu'on n'en sent plus de col, on ne sent plus de col autour de la tête du bébé. Et puis, il n'y a plus rien, en tout cas, il n'y a plus de col pour retenir la tête. Et puis, à ce moment-là, on est rendu à dilatation complète, puis on est rendu à la partie de la poussée. La présentation du bébé. Alors, on voit ici un bébé qui est en siège à droite et un bébé qui est en tête, mais postérieure. Fait que si jamais on vous dit « Ah, ton bébé est en postérieur », ça ne veut pas dire qu'il s'est mis les fesses en bas. Ça veut dire que sa tête est placée de cette façon-là. Je vais vous le montrer avec le bassin ici. Dans le fond, le bébé, ce qu'on voudrait normalement, c'est qu'il soit en antérieur. Donc, le derrière de sa tête soit en antérieur de la mère. Ça veut dire qu'il regarde dans le dos de sa maman, comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Quand il se trouve à avoir la tête à regarder devant sa mère, là, il y a le derrière de la tête vers le derrière de sa mère. C'est pour ça qu'on dit qu'il est en postérieur. Ce que ça fait, en fait, c'est que la partie dure de la tête du bébé est vraiment appuyée sur le sacrum ici. Et puis, ça fait des contractions que les femmes vont sentir en général plus dans le dos, dans les reins. Le bébé, pendant l'accouchement, normalement, il va sortir comme ça. Il va devoir se mettre en antérieur. Donc,
il est comme ça, il a la tête en postérieur, c'est pas la fin du monde. C'est juste qu'il y a un grand bout, il y a un grand tour, un grand chemin à faire avant de se remettre en antérieur. Il y a des bébés qui vont sortir le nez en l'air en regardant pas les fesses de leur maman. Ça arrive, ça veut dire que leur maman, ils ont vraiment un bon bassin. Ah, comment on fait pour savoir si un bébé est en postérieur, en fait? Pendant un examen vaginal, c'est une information qu'on peut aller chercher parce que le bébé, les os de la tête du bébé, vous voyez ici, ils ne sont pas toutes fusionnés encore. Fait que, il y a les sutures, les fontanelles, fait que la fontanelle en forme de losange, puis il y a la fontanelle en forme de triangle ici. Donc le triangle, la fontanelle de losange. Alors, quand on fait un examen du col, si c'est assez ouvert, on peut aller sentir les sutures de la tête du bébé. Et puis, si on sent le petit triangle ici, on est capable de savoir où est-ce qu'est le visage du bébé, parce que le triangle pointe toujours vers la face du bébé, finalement. C'est comme ça qu'on peut vous dire comment votre bébé est placé. Ça, si je reviens à la station du bébé, donc ça va nous dire la hauteur du bébé. Donc, on regarde toujours par rapport aux épines ischiatiques, que je vais vous montrer sur le bassin. Si le dessus de la tête du bébé est vis-à-vis les épines, on dit que c'est le niveau 0. S'il est 1 cm au-dessus, c'est -1. 2 cm au-dessus des épines, c'est -2, -3, -4. À -3, -4. -4, là, le bébé il est complètement au-dessus de la symphyse. Là, il n'est vraiment pas engagé du tout. S'il est plus bas que les épines ischiatiques, 1 cm, on dit +1. Plus bas de 2, c'est +2. +3, +4. À +3, là, on commence à avoir les cheveux du bébé. Donc, les épines ischiatiques, c'est ça ici. C'est quelque chose que vous pouvez vraiment sentir de l'extérieur. On peut le sentir plus pendant un examen du corps. Donc, pour terminer un petit peu le vocabulaire médical, ça vous permet de bien visualiser le bébé qui est dans le ventre de maman avec tous les intestins et puis l'estomac qui sont refoulés vers le haut, qu'on ne voit pas ici, mais qu'on devine. On voit la petite vessie qui est toute écrasée ici en avant. Et aussi le rectum ici qui va naturellement se faire écraser ici quand le bébé va commencer à descendre. Donc, on parle maintenant des stades et des phases du travail. En fait, il y a 3 stades. Et parmi les 3 stades, il y a les phases aussi qu'on va voir. Donc, le premier stade, qui est la dilatation du col, ça va être la dilatation de 0 jusqu'à 10 cm. C'est la plus grande épreuve de travail, en fait, de toutes les 3 phases. Là-dedans, il y a la phase de latence, la phase active, puis la phase de transition qu'on va voir une après l'autre. Vous avez ensuite le stade de poussée qui peut durer des fois 5 minutes, 3 heures. C'est différent à chaque femme. Fait que, c'est complètement différent d'une femme à l'autre, évidemment. Et le troisième stade qui va être l'expulsion du placenta. OK? Fait qu'on va voir la première phase ensemble qui est la phase de latence. La phase de latence, on l'appelle aussi la phase préparatoire. Des fois, c'est difficile un peu à distinguer cette phase-là parce que c'est pas vraiment le travail qui commence, puis on a beaucoup de contractions qui sont irrégulières, intermittentes, sont variables. Ça fait mal, il y en a qui font un peu plus mal, moins mal. C'est vraiment différent d'une femme à l'autre. On va vous encourager à rester à la maison. Évidemment, on a des contractions qui nous empêchent de dormir par intervalle. En bref, c'est épuisant cette phase-là, mais il faut se dire que c'est important, la phase de latence, parce que c'est la phase qui va nous amener au travail actif. On vous encourage à bouger, à vous hydrater. On peut manger aussi un petit repas léger, rien de trop copieux, sinon ça nous donne mal au cœur, puis c'est pas agréable de vomir ou d'avoir mal au cœur non plus. Fait qu'on va vraiment favoriser le repos. Des fois, on se dit comment distinguer cette phase-là du travail actif. Souvent, plus on marche, plus les contractions vont s'intensifier. Puis si on se décide de s'allonger sur le côté gauche, les contractions vont comme s'espacer ou s'arrêter. Fait que ça, souvent, c'est une indication que c'est la
phase de latence, ou bien on prend un bain, on a des contractions, puis là, on va dans le bain, puis après 15-20 minutes de bain, oups, plus de contractions, donc c'est la phase de latence. Fait qu'il faut garder espoir. C'est sûr que c'est exigeant, comme on vous l'a dit. C'est pour ça que des fois, il y a des femmes qui comptent leur travail. Ils disent « Ah, j'ai été 40 heures en travail », mais souvent, c'est parce qu'ils comptent la phase de latence aussi en même temps. Donc, si vous êtes inquiète, vous pouvez appeler votre sage-femme ou appeler les infirmières à l'hôpital pour qu'ils puissent vous guider ou si vous avez des inquiétudes. Mais le meilleur endroit, c'est vraiment de rester à la maison le plus possible. Puis si vous décidez de vous présenter dans les milieux de naissance, bien, ça se peut qu'ils vous retournent à la maison, mais c'est correct de retourner à la maison parce que vous n'êtes pas en travail actif. OK? Donc, oui, ça peut durer 1 heure, 2 heures, 24, 48 heures, mais il ne faut pas se décourager. C'est une phase extrêmement importante, puis qu'on doit passer à travers cette phase-là. Si on passe à la prochaine diapo, moi, je vous dirais, restez à la maison, vaquez à vos occupations. On essaie de se relaxer. Ce n'est pas le temps de faire du ménage non plus. On essaie de prendre une contraction à la fois puis de se reposer parce que ça peut durer quelques temps aussi. Ça, ce qui était la phase de latence. Alors, moi, j'enchaîne avec le gros du travail, la phase active, dans le fond, qui est en général comme la continuité de la phase de latence. Hein. La phase de latence, comme Marlène disait, ça peut durer longtemps. C'est une phase que vous devriez normalement passer chez vous. Il ne faut pas partir le chronomètre dans notre tête quand on est en phase de latence, sinon c'est trop décourageant. Mais là, en phase active, là, oui, là, vous devriez être en train de calculer un peu vos contractions, puis c'est là qu'on s'attend à ce que vous nous appeliez comme sage-femme ou à l'unité de naissance ou que vous présentiez à l'unité de naissance. Donc, la phase active du travail, c'est la dilatation dans le fond du col, qui est de 3 à 10, mais il y a quand même une partie de la dilatation qui est de 7 à 10, 8 à 10, là, qui est quand même particulière. Donc, on va commencer par parler de la phase active dilatation 3 à 7 cm. On dit que ça commence la phase active quand les contractions sont régulières, aux 5 minutes, douloureuses, qui durent 1 minute, et que la maman est un premier bébé, qu'elle a déjà 3 cm de fait. Pour quand c'est pas un premier bébé, on dit qu'elle ait déjà un bon 4-5 cm de fait avec des contractions régulières et douloureuses. Donc là, les contractions pendant la phase de latence qui étaient irrégulières et quand même endurables vont se régulariser, vont s'organiser, vont commencer à devenir plus comme jumelles, plus toutes se ressembler, mais en allant en s'intensifiant. Donc, des contractions qui sont aux 5 minutes, à un moment donné, vont être aux 4 puis aux 3. Ça va s'intensifier, vont devenir plus longues. Ça ne dure pas 5 minutes, là, une contraction. Une contraction d'une minute, 1 minute et demie, c'est très, très long. Là, fait que, elles vont se rallonger de 1 minute à 1 minute et demie. C'est pas mal ça que ça va faire. Et puis, pour un premier bébé, on dit que la moyenne d'un travail actif, c'est 6-8 heures à peu près. Le rythme normal de dilatation pour un premier bébé, c'est de 0,5 cm à 1 cm par heure. Naturellement, si vous faites ça plus vite, tant mieux pour vous. Puis, c'est important de savoir que ça se peut que vous restiez à la même dilatation pendant un certain temps, mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer pendant le travail. Il n'y a pas juste l'ouverture du col. Donc, si votre col il était postérieur, puis que là, il est rendu moins postérieur, c'est-à-dire qu'il pointe plus vers la sortie, c'est bon signe. Si votre col il était raide, puis que là, il est plus souple, ça, c'est bon signe aussi. Si votre col n'était pas totalement effacé, puis que là, il est rendu complètement effacé, ça veut dire qu'il y a de la progression. Si votre bébé il était à -2, puis qu'il est rendu à 0, il y a de la progression aussi. Donc, il ne faut pas se décourager si à un moment donné, entre 2 examens, il n'y a pas de progression au niveau de la dilatation. Mais votre professionnel de la santé est là pour s'assurer quand même que votre travail progresse. Pour vous donner des conseils pour que ça se fasse. Comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, les contractions, c'est des vagues qui montent, qui descendent, il y a des pauses entre. C'est super important de profiter de ces pauses-là pour bien relaxer.
La phase de transition, en fait, c'est les derniers centimètres de dilatation. Le 8 à 10 là, ou 7 à 10, c'est vraiment une phase qui est très intense. C'est là que les contractions sont le plus longues, le plus rapprochées, vraiment fortes. C'est un bout où on a besoin, comme femme, d'avoir beaucoup d'encouragement, d'amour. Euh, et puis, c'est une phase qui est très difficile, mais qui est quand même très courte. Ça peut durer une demi-heure, ça peut durer une heure et demie. C'est rare que ça dure bien plus longtemps que ça. Et puis, c'est pas une phase où on est capable de trouver une position confortable où on gère bien. Là on gère plus, là, rendu là. Puis c'est normal. C'est normal qu'à un moment donné, on n'est plus dans la gestion de la douleur. On est plus dans, OK, les contractions me rentrent dedans, puis j'ai hâte d'être rendue à la phase de la poussée, et puis c'est normal. Quand on est en phase de transition, ce qui est encourageant, c'est que la prochaine étape, c'est la poussée. Pendant la phase de transition, c'est aussi là qu'on on va entendre les femmes qui sont vraiment découragées, qui pleurent, qui disent « je vais mourir, OK, on arrête tout, je suis tannée, je veux rentrer chez moi, on recommencera demain ». On entend toutes sortes d'affaires qui peuvent avoir pas trop de sens. Les mamans rendues là sont sur la planète accouchement, puis elles peuvent dire des drôles d'affaires. Mais on s'encourage en se disant que, bon, puis on encourage la maman, en fait, en disant que la poussée s'en vient. Donc, avec la transition, il va y avoir des nouvelles sensations qui vont arriver. Donc, douleur de contraction encore super intense, mais sensation de pression aussi, comme sensation d'avoir besoin d'aller à la selle. Alors, ça, c'est bon signe. Ça veut dire que le bébé descend. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que le bébé, quand il n'y a plus de col, descend. Il vient appuyer sur les muscles du releveur de l'anus et puis ça déclenche un réflexe comme d'aller à la selle. Les femmes, on l'entend dans leur voix, elles font des sons de contraction. Puis là, le son, leur respiration se bloque comme ça, puis elles ne font pas exprès. C'est vraiment un réflexe. J'ai déjà entendu des femmes le comparer, c'est comme un vomir, c'est un réflexe, vomir, on ne peut pas retenir ça, mais par en bas. Alors, au début, les sensations vont peut-être être un peu floues, ça va s'installer tranquillement, pas vite, la sensation de pousser puis le réflexe. Et puis, pour un premier bébé, des fois, c'est pas évident de sentir où envoyer l'effort exactement. Donc, il peut y avoir un temps d'apprivoisement de la poussée, surtout quand c'est un premier, pour savoir bien quelle force mettre, c'est-à-dire beaucoup de force. Hein, vous allez pousser votre vie là, pour votre premier bébé, c'est normal. Et puis, comment orienter la poussée pour l'effort pour faire avancer le bébé. Puis le réflexe de pousser, là, ça s'appelle le réflexe de Ferguson. Souvent, l'arrivée de la poussée, c'est un soulagement parce que, bon, la phase de dilatation, c'est intense, surtout avec la fin, là, la transition qui est vraiment très forte. Souvent, c'est une phase, la poussée, que les femmes vont apprécier plus, vont trouver moins pire que la dilatation parce que pendant la dilatation, en fait, tout ce qu'on peut faire, c'est rester molle, relax, laisser la contraction faire. On est comme plus passif, il faut être plus dans la détente. Alors que la poussée, là, on peut être dans l'action, on peut vraiment enfin comme aider, mettre un effort concret là, pour aider notre bébé à arriver. Il y a de l'adrénaline qui arrive au moment de la poussée. Ça, on le sent là, pour tout le monde dans la salle. Quand c'est le temps de pousser, là, il y a de l'adrénaline qui arrive pour les médecins, les infirmières, les sages-femmes et pour le papa. Puis, le plus important, c'est pour la femme. Il y a de l'adrénaline qui arrive puis qui fait en sorte que même si elle était très fatiguée, elle va avoir l'énergie pour pousser son bébé. Fait que gardez confiance en votre adrénaline pour le moment de la poussée. La durée moyenne d'une poussée pour un premier bébé, 1 à 2 heures, ça peut aller jusqu'à 3 heures aussi. Je vais vous montrer, avant d'embarquer dans les photos, des photos de la sortie du bébé, je vais vous montrer. En fait,
le bébé, dans le fond, le mouvement qu'il va faire quand il va naître, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, il descend comme ça, sur le côté, et puis il va tourner sa tête. Ses épaules vont rester sur le côté. Et le bébé, lui, il va sortir sa tête comme ça. OK? Quand il va sortir sa tête, il va tourner sa tête après ça sur le côté. Donc, vous voyez bien que dans le fond, il n'est pas en train de se tordre la tête. Il est en train de la remettre en axe avec ses épaules qui sont sur le côté, mais qu'on ne voit pas parce que c'est à l'intérieur. Donc, ce qui se passe pendant la poussée, c'est que la maman, elle pousse le bébé. Puis là, le bébé avance un peu. Et puis, entre les poussées, il recule. Puis elle pousse encore, puis il recule. Il ne faut pas se décourager, c'est très normal le mouvement de va-et-vient que la tête fait. Et quand ça va arriver sur le périnée, ce que ça a pour effet aussi, c'est de masser le périnée par l'intérieur. Ça lui donne une chance de s'étirer tranquillement et ça diminue les risques de déchirure aussi. Donc, découragez-vous pas si on vous dit « on va avoir un gros bout de la tête » puis que là, entre les contractions, la tête, elle rentre. C'est pas grave, elle va, prochaine contraction d'après, elle va revenir où elle était, puis même plus loin encore. Donc, c'est comme si elle avance de 2 cm puis elle recule de 1. Au bout du compte, elle avance tout le temps. Donc, le petit couronnement, ça, ce que ça se trouve à être, en fait, c'est quand la tête, à un moment donné, commence à arriver sur le plancher pelvien, bien, ça va commencer à chauffer à un moment donné parce que ça s'étire, on voit un petit bout de tête, mais à un moment donné, ça s'étire. Puis là, la maman elle commence à trouver que ça chauffe en bas. Ça ne veut pas dire que c'est en train de déchirer, ça veut dire que les tissus sont en train de s'étirer. Puis, si c'est ce que vous pouvez demander, c'est que le médecin ou la sage-femme mette des compresses d'eau chaude sur votre périnée, ça soulage. Et la tête, bon, fait le mouvement de va-et-vient. Puis, à un moment donné, quand je disais, ben, elle rentre, elle ressort, elle rentre, elle ressort, à un moment donné, elle ne rentre plus en 2 contractions. On appelle ça le petit couronnement parce que le périnée fait une couronne sur la tête du bébé, comme ça, ici. C'est ce qu'on appelle le petit couronnement. Donc, là, pour les gens qui ne veulent pas voir des photos, ne sont pas en noir et blanc, c'est vraiment, on voit crûment là, une tête de bébé qui se pointe et qui naît et qui va sortir. Donc, vous n'êtes pas obligé de voir ces photos-là si ça ne vous intéresse pas. Et si vous êtes curieux, ben, restez avec nous. Donc, voilà, ça c'est un petit couronnement. Vous voyez, c'est très étiré, mais ce n'est pas déchiré. Les petits plis ici sur la tête du bébé, c'est normal parce qu'il y a tellement de pression sur la tête du bébé que ça fait des petits replis de cuir chevelu. Mais quand la tête va sortir, ça disparaît, ces petits plis-là, la tête redevient lisse. Ensuite de ça, à un moment donné, bon, la tête, elle avance, elle avance, elle avance. Puis il y a le grand couronnement. Le grand couronnement, là, c'est quand le périnée fait une grande couronne sur la tête du bébé. Là, le périnée ne peut pas être plus étiré que ça. Là. Ça, c'est un bout qui est vraiment intense. C'est l'anneau de feu. Et ça fait mal. C'est le seul bout de l'accouchement où on peut vous permettre de respirer en petit chien. Ça ne dure pas longtemps. Souvent, on va passer du petit couronnement à souvent la tête au complet. Fait que le grand couronnement, il n'y aura pas eu une pause à ce moment-là. Des fois, on arrive en fin de contraction en grand couronnement. C'est pas le fun, c'est pas confortable. La contraction d'après, la tête, vous allez pousser la tête du bébé, elle va sortir. Donc voilà, ça c'est un grand couronnement. Un grand couronnement pour un accouchement d'embryon. Et là, on voit les sourcils, le nez, qui sont en train de sortir. Et la tête qui est née au complet. Donc là, quand la tête naît, je vous ai dit, le bébé fait une restitution. Hein, sa tête, il va la remettre en axe avec ses épaules. On la voit bien ici. Et il y a comme un soulagement aussi. Quand la tête naît, le périnée se referme sur le cou du bébé. Donc, ça donne quand même un soulagement d'être rendu. On sait que la tête est née, la maman est soulagée de ça, que cette étape-là soit franchie. Mais il y a vraiment un soulagement au niveau des sensations ici parce que le périnée se referme sur le cou. Puis il y a souvent une petite pause, là, on est comme entre 2 contractions, souvent quand la tête est sortie.
Et bon, une fois que, des fois, ça va être dans la même contraction que le reste du corps va suivre aussi. Des fois, il va y avoir une petite pause, puis on attend la contraction d'après. On ne peut pas attendre 10 minutes non plus, parce que le bébé est un peu comme quand même étranglé ici. Donc, au bout d'une minute, les contractions devraient reprendre. Et là, on va pouvoir aider à faire naître les épaules. Alors, en premier, ce qui va naître, c'est l'épaule antérieure. C'est la symphyse, c'est le devant de votre bassin. Donc, le médecin ou la sage-femme va peut-être faire une petite pression comme ça sur la tête du bébé pour dégager l'épaule antérieure. Et ensuite, relever le bébé pour dégager l'épaule postérieure. Puis rendu là, c'est fini, c'est presque fini. Là, le plus gros est fait. Et n'importe qui peut terminer la naissance puis venir attraper le bébé. Ça peut être maman, ça peut être papa, pour terminer la naissance puis le mettre sur le ventre de maman. Donc, on voit l'épaule antérieure ici qui sort en premier. Et on a toute la séquence ici. Donc, l'épaule en avant, l'épaule en arrière. Et à la naissance, la majorité des bébés sont bleus. Là, le plus souvent, ils sont bleus. Ils vont se rosir en prenant leur première respiration. Donc, dans la première minute en général. Ça peut paraître long, des fois une minute, mais au bout d'une minute, en général, le bébé devrait être rendu pas mal rose. Il n'y a pas de presse de couper le cordon. On peut attendre plusieurs minutes pour le faire. Et puis, la meilleure place pour un bébé dès la naissance, c'est d'être collé en peau à peau sur sa maman. Et si maman n'est pas disponible, ben, à ce moment-là, ça pourrait être sur son papa. Donc, ici, on a quelques photos de la naissance. On voit bien ici ce petit bébé-là, comment il est bien bleu. Souvent, les bébés qui naissent dans l'eau sont comme plus bleus, ils restent bleus un petit peu plus longtemps que les bébés qui ne naissent pas dans l'eau. Ça ne change rien au niveau santé, là, ils vont super bien pareil, ces bébés-là. Alors, comme Caroline elle l'a bien expliqué, le bébé est déposé, asséché sur vous. On le met directement en peau à peau. On va l'assécher. Le cordon reste attaché au placenta. On met juste une couverture. On n'a pas besoin d'en mettre 5 ou 10. C'est comme trop épais pour le bébé. Puis, vous avez toute la chaleur de votre corps pour bien, bien réchauffer bébé. Bébé, il sort d'un milieu qui fait 36-37 degrés. Fait que des fois, dans la pièce, il ne fait pas très chaud. Mais si vous le mettez sur vous avec une petite couverture, vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien réchauffer le bébé. Les bébés, ils pleurent. Des fois, ils ne pleurent pas, mais on ne s'énerve pas. C'est pas grave. Le bébé est capable de prendre sa bonne respiration toute seule. Il se colore tranquillement. Les mains, les pieds peuvent être un petit peu bleutés, mais c'est pas grave. Si jamais il y a des petites sécrétions, un petit peu de liquide amniotique, il est capable de bien gérer avec ça, ou le professionnel de la santé aussi peut l'aider aux besoins. Okay? Si jamais bébé avait besoin de réanimation, on va peut-être l'amener sur une petite table à côté, mais si ça va bien, il reste sur vous dans la première heure de vie. C'est la place qui doit être. Puis si jamais ça ne fonctionnerait pas, il y a papa ou la personne significative qui est avec vous qui peut coller bébé aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien du tout. Profiter de ce moment-là. C'est un moment absolument extraordinaire. On regarde notre bébé, on le trouve beau, on lui parle. Souvent, quand le papa ou la personne ou votre conjoint ou la personne significative va lui parler, le bébé va se tourner vers cette personne-là, puis c'est des moments plein d'émotions. Hein? On n'accouche pas à tous les mois, donc il faut en profiter au maximum de cette rencontre-là avec notre bébé. Les bébés peuvent avoir un peu de vernix sur leur peau. C'est une bonne crème hydratante qu'on laisse sur le bébé, puis que ça va s'absorber toute seule dans les heures qui suivent. Le bébé va tout bien absorber cette crème-là. Ça protégeait bébé quand il était dans votre ventre, mais on ne l'enlève pas, on la laisse là, puis pour que bébé soit bien, bien hydraté. Alors, Donc, une fois que bébé est né, le travail n'est pas complètement terminé. Il reste le troisième stade du travail qui est la naissance du placenta. Parce que bébé n'en a plus besoin, puis vous n'avez plus besoin de garder ça en dedans non plus. Donc, ce
qui va se passer, c'est que quelques minutes après l'accouchement, vous allez recommencer à avoir des petites crampes dans le bas du ventre, des mini-contractions. Et là, ben, il peut y avoir comme un petit gauche de sang, un petit écoulement de sang. Fait que ça, c'est tous des signes que le placenta va être prêt à sortir à ce moment-là. En général, ça va se faire dans la demi-heure qui va suivre la naissance. Il ne devrait pas avoir plus que 500 millilitres de perte de sang là, entourant l'histoire du placenta. Sinon, on commence à parler d'hémorragie. Et puis, un placenta, c'est mou, il n'y a pas d'os, c'est chaud. C'est vraiment une délivrance quand ça sort, donc il ne faut pas avoir peur de cette étape-là. Juste garder en tête que le placenta va sortir, que l'accouchement n'est pas terminé tant que le placenta n'est pas délivré. Souvent, même moi, je dis à mes clientes, appelez pas tout de suite, là, mettez pas ça sur Facebook tout de suite, là, l'accouchement n'est pas terminé, on attend le placenta. Après ça, vous pourrez dire, c'est terminé, bébé est arrivé, tout le monde va bien. Si le bébé a envie de téter avant la naissance du placenta, ça peut être aidant parce que ça fait contracter l'utérus et ça diminue les saignements. La coupe du cordon, c'est contrairement à la croyance populaire, c'est pas quelque chose qui est urgent à faire. Quand le bébé naît, on peut sentir une pulsation dans le cordon, on sent le rythme cardiaque du bébé. Et puis, ça s'arrête au bout d'une couple de minutes. Il y a des échanges qui se font encore entre le bébé et le placenta dans les minutes qui suivent la naissance. Au bout de 2-3 minutes, il y a 90% des échanges sont faits, sont terminés. Et puis, on peut couper le cordon, c'est sûr, rapidement s'il y a une urgence puis qu'il fallait amener le bébé, mettons, sur l'unité chauffante pour l'aider à respirer. Mais sinon, il n'y a pas d'urgence à couper ça. Alors, les premiers moments avec votre bébé, c'est des moments, comme je disais tantôt, très précieux que vous attendez depuis super longtemps. Fait qu'on en profite encore, on garde le petite bulle ensemble, puis avec votre conjointe ou votre personne significative. On garde le bébé au chaud sur sa couverture, on le garde en peau à peau, évidemment. Il est bien, il est rassuré. Cette première heure de vie-là est super importante qu'il reste collé avec vous. Ça va régulariser son système, ils se sentent en sécurité, c'est bon pour le lien d'attachement. Puis ces bébés-là, ils se sentent bien, fait qu'ils ne pleurent pas, ils regardent partout, ils vous analysent, ils vous écoutent. Puis ça fait des bébés plus calmes aussi. Okay? C'est sûr que votre conjoint ou votre conjointe ou la personne significative a très hâte de le prendre aussi, mais on laisse en peau à peau, puis on laisse se familiariser avec votre peau, il entend votre rythme cardiaque, puis peut-être qu'il va être prêt à téter dans la première heure de vie suite à l'accouchement. Puis dans cette première heure de vie, comme on vous disait, dès que bébé démontre des signes de faim, on peut le laisser grimper. Ou vous pouvez l'amener aussi proche de votre sein pour pour faire une première tétée si vous désirez allaiter. Ça va régulariser son métabolisme, ça va prévenir que son taux de sucre descende trop bas, ça favorise encore le lien d'attachement. Puis avec votre premier bébé, c'est votre première expérience aussi d'allaitement, votre première fois que vous devenez maman. Ça va augmenter votre confiance parce que c'est tout nouveau pour vous, c'est un nouveau rôle que vous avez maintenant. Puis ça s'apprend une heure à la fois, une journée à la fois. Fait que si bébé, il tète toute seule, il s'amène à votre sein, il peut grimper, il y a tous les réflexes, il y a tous les outils qui lui permettent d'aller téter toute seule. Puis en même temps, vous pouvez vous pratiquer aussi à placer le bébé au sein, mais ils sont capables de téter vraiment toute seule. Puis ils le font à leur façon. Le bébé va aller faire du fouissement, il va aller gratter avec ses mains aussi, il va aller chercher votre sein, il fait le pic-bois à gauche puis à droite. Puis il va trouver le mamelon sans problème. On vous encourage à le laisser faire, puis il est capable d'aller chercher le sein toute seule, puis que vous puissiez offrir la première tétée. Durant le travail, on va évaluer certaines choses chez la maman et chez le bébé. Donc, on va évidemment surveiller votre pression, votre pouls, votre température. On veut surveiller que vous ne fassiez pas de fièvre durant le travail. Ça peut arriver, mais en général, on va toujours vérifier votre température. C'est sûr que vous êtes en train de courir un marathon, c'est très, très intense, fait que votre température, elle peut augmenter un peu, mais c'est quand même important de vérifier pour pas que vous fassiez de la fièvre durant le travail.
Le professionnel de la santé va palper votre ventre, va regarder la durée de la contraction, on va les calculer, la fréquence, ça veut dire c'est quoi le temps entre deux contractions, et l'intensité. On va palper avec nos doigts sur votre ventre, puis on va essayer de voir est-ce que c'est des contractions qui sont faibles ou qui sont modérées ou qui sont fortes. Peu importe les contractions que vous avez, ça fait partie de l'évaluation durant votre travail. Les contractions, vos signes vitaux à vous et l'état du bébé, évidemment. Pour voir si le travail progresse bien, on va faire un toucher vaginal qui va être fait par l'infirmière, la sage-femme ou le médecin. On va aller examiner avec nos doigts au niveau de la dilatation, l'effacement. Caroline, elle avait bien expliqué tantôt, c'est en pourcentage. La dilatation, c'est en centimètres. Et la descente du bébé au niveau de la station. On regarde la progression de votre travail en vous examinant. On fait des touchés vaginaux pas souvent. C'est juste pour voir si votre travail évolue bien durant votre temps que vous êtes dans la maternité. Également, on regarde si vous allez bien, si vous avez de l'énergie. On va vous encourager à boire aussi des liquides clairs. Puis on va surveiller votre confort aussi, votre douleur, puis vous assurer que vous êtes confortable. D'accord? Fait que ça, c'est l'évaluation de la maman. Si on parle bébé, maintenant, on va surveiller deux choses. On va surveiller le liquide amniotique. Le liquide amniotique, on l'a vu tantôt, c'est un liquide qui est clair. Des fois, il peut avoir des petites substances blanches, qui est le vernix, la petite crème qu'on avait sur le bébé. Des fois, il peut avoir des petits filaments de vernix dans le liquide. Mais on va le surveiller. Pas la quantité, mais on regarde la couleur. Est-ce qu'il est sanguignolant? Est-ce qu'il est jaunâtre vert? Ça veut dire que le bébé aurait fait caca dans le liquide. On va surveiller ça de près aussi. Une façon primordiale de voir si notre bébé va bien, bien, on va écouter son cœur. C'est la façon que le bébé nous dit « Ah, je vais bien » ou « Je vais moins bien ». On va écouter son cœur durant le travail, à peu près aux 15 à 30 minutes. On va faire ce qu'on appelle de l'auscultation intermittente. Si vous regardez, il y a une machine à votre gauche, ça s'appelle une machine à ultrasons, qu'on va capter le cœur du bébé, qui devrait être environ entre 120 et 160 durant le travail. Donc, du début à la fin, on écoute un petit cœur, ça va bien, parfait, on continue. Puis, c'est sa façon de bébé que nous dire « je vais bien dans le ventre de ma maman ». En milieu hospitalier, on peut aussi écouter le cœur du bébé avec un monitorage en continu. C'est l'image que vous voyez à droite. Dans le monitorage en continu, en fait, il y a deux tocos. Si on va voir dans la prochaine diapo. Dans le fond, vous avez deux tocos, un qui est pour le cœur fœtal du bébé et l'autre qui est pour capter les contractions. Celui au niveau supérieur ou sur le fond utérin va capter les contractions et celui au niveau inférieur, on va capter le cœur du bébé. Puis, par la suite, ça va être relié à un moniteur qui va avoir un papier qui défile. On le voit sur l'écran. La ligne supérieure, c'est le cœur fœtal du bébé. On voit que ça varie quand même pas mal. Ce n'est pas toujours au même chiffre. Il y a quand même une bonne variabilité. Ça nous indique que le bébé va bien, qu'il y a une bonne vitalité. Des fois, il y a de l'accélération qu'on appelle, c'est que le bébé il fait un peu de jogging, puis son cœur il s'accélère. Ça, c'est très, très bon signe. Ça veut dire que le bébé va bien. Et la ligne inférieure, c'est la ligne où ce qu'on voit les contractions. C'est des petites montagnes qui montent et qui descendent. C'est pas que la montagne, elle est grande, que vous avez des grandes contractions, pas du tout. Cette machine-là nous indique qu'il y a une contraction, mais l'intensité va se palper surtout avec les mains de la professionnelle de la santé pour voir quelle sorte de contraction que vous avez. C'est quand on va faire un monitorage en continu, en fait, s'il y avait un facteur de risque durant votre travail. Ça peut être si vous avez une grossesse de jumeaux, si vous avez, on provoque votre travail, une induction de votre travail, si vous avez un accouchement vaginal après une césarienne, ce qu'on appelle une AVAC, si vous avez un saignement actif, ou si, à l'auscultation intermittente, le cœur fœtal du bébé il est anormal, en milieu hospitalier, on peut mettre un monitoring. Ou si vous avez la péridurale aussi, on va mettre le monitorage en continu.
Si vous êtes dans votre chambre, dans la salle de naissance, puis vous bougez, vous êtes debout, puis là, vous ne captez plus le petit cœur de bébé, vous ne l'entendez plus, demandez au professionnel de la santé. Si vous, vous bougez, puis bébé bouge en même temps, mais des fois, ça se peut qu'on perde le cœur du bébé, mais le bébé est encore là. C'est juste de replacer le toco aussi. Durant l'accouchement, il peut y avoir des interventions possibles, des situations particulières, des imprévus durant l'accouchement. On va en voir quelques-uns ensemble. Donc, on a le déclenchement, la stimulation, la péridurale et les méthodes d'analgésie, épisiotomie, ventouse, forceps, l'accouchement par siège, la VAC et la césarienne. Parlons d'abord du déclenchement artificiel du travail. En fait, pour déclencher un travail, ça prend une raison médicale avant 41 semaines. Si vous faites du diabète, si vous avez de la haute pression ou un retard de croissance chez bébé, pour n'en nommer que quelques-uns, le professionnel de santé peut vous suggérer de provoquer le travail ou de l'induire. On ne peut pas dire j'ai envie d'accoucher aujourd'hui, je veux qu'on provoque mon travail. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Le but, c'est d'avoir un accouchement naturel puis que le travail commence spontanément. Mais il peut y avoir des fois des raisons médicales de déclencher un travail. Une autre raison, ça peut être si on a passé notre date prévue d'accouchement, on a plus de 41 semaines. Des fois, on peut aller même 41 et 3, 4 facilement. Puis, on voudrait provoquer le travail ou induire le travail parce qu'il n'y a rien qui se passe. On peut déclencher aussi un travail de façon artificielle. Par contre, il faut le col qui soit favorable. Un col qui est favorable, ça veut dire que le professionnel de la santé va évaluer votre col, la dilatation, l'épaisseur, la consistance et la station du bébé. Hein, on avait vu tantôt les stations. Et il faut que le col il soit prêt à avoir des contractions. Parce que si le col n'est pas prêt, il est rigide, il est fermé, il n'est pas dilaté, même si on vous donne des médicaments pour provoquer le travail, le col, il va rester fermé puis ça n'avancera pas. Donc, il faut toujours avoir un col qui est favorable, un col qui est prêt pour induire ou déclencher artificiellement le travail. Si jamais votre col n'est pas favorable, on peut mettre un petit tampon médicamenté dans le fond du vagin. Puis ça va aider à faire ramollir le col puis à le rendre favorable pour l'induction. On va le voir tantôt. Comment on induit un travail? C'est la même chose que la stimulation du travail. La stimulation du travail, c'est quand votre travail est commencé. Vous avez des contractions, mais soit que les contractions ne sont pas assez fortes, soit que le col ne se dilate pas. Fait vous avez du travail qui est déjà entamé, mais on va stimuler votre travail. Fait qu'on va juste donner un petit peu de push à votre contraction, lui donner juste un peu d'intensité, puis on va les faire rapprocher. Comment on fait ça? On va administrer de l'ocytocine par voie intraveineuse. On l'appelle aussi le pitocin, le syntocinon, c'est des noms qu'on peut donner aussi, des fois on entend ça. On va donner une perfusion, c'est un mélange qui va donner du goutte à goutte, une perfusion en continu. Ça va être surveillé sur une pompe qu'on va donner des contractions graduellement. On ne commence pas par des grandes doses, on veut juste une petite dose. Et quand on déclenche le travail, on part à une petite dose et on augmente. Puis quand on stimule le travail, c'est la même chose. On vous donne des petites doses de pitocin intraveineux, goutte à goutte, puis ça va faire augmenter les contractions. C'est ça le but. La péridurale et les méthodes d'analgésie, il y en a plusieurs. Vous pouvez, prime abord, discuter avec votre médecin, votre sage-femme ou avec l'infirmière par rapport aux analgésies, la péridurale. Puis, en même temps, essayez de voir, vous, qu'est-ce que vous voulez dans votre accouchement? Est-ce que vous voulez l'épidurale ou pas l'épidurale ou juste des narcotiques? Essayez de discuter avec votre professionnel de santé à voir qu'est-ce que vous aimeriez. Soit aucune de ces réponses ou l'épidurale. Essayez de voir votre désir à vous, puis parlez-en en même temps à votre professionnel de la santé. Dans les méthodes pharmacologiques pour soulager la douleur, on a
narcotiques. Vous pouvez recevoir de la morphine, du Nubin, du fentanyl qui peut vous aider à diminuer la douleur. On donne ça dans les milieux hospitaliers seulement. Ça peut être administré n'importe quand durant le travail. Son effet va être plus comme à court terme. Des fois, on peut avoir un peu de somnolence, on peut être étourdi, un peu nauséeuse aussi avec ces médicaments-là. Mais c'est vraiment votre choix si vous décidez de prendre des narcotiques durant votre travail. Si on parle d'anesthésie locale, ça, c'est plus comme à la fin de l'accouchement. S'il y avait des déchirure, on va faire une anesthésie locale pour faire la réparation. Ou dans quelques fois, juste avant la naissance, des fois, on peut injecter un peu d'anesthésiant pour geler un peu le périnée. C'est autre chose qu'on peut faire aussi. Le bloc honteux, on va insérer, le médecin peut insérer une longue aiguille au niveau vaginal. Il va aller repérer vos 2 nerfs. On a 2 nerfs honteux au niveau du bassin. Puis on va injecter du médicament, puis ça peut engourdir un peu, puis diminuer la douleur au niveau du périnée et du vagin. Puis on fait ça tout juste avant la poussée. La péridurale va être faite par l'anesthésiste. L'anesthésiste va geler la peau au niveau du dos. C'est comme un gros maringouin du mois de mai. C'est ce que vous ressentez le plus de l'épidurale, c'est vraiment quand on gèle la peau au début. Ensuite, il va insérer l'aiguille péridurale. À l'intérieur, il y a un petit cathéter tout petit, souple, qui va trouver l'espace épidural. Après, il va retirer l'aiguille à épidurale. Vous n'avez plus d'aiguille dans votre dos. Il reste vraiment juste le petit cathéter. Puis après, on va bien coller ça dans votre dos, du cou jusqu'aux fesses. Tout ne bouge pas. Tout est bien, bien, bien collé. C'est une perfusion qui est en continu de quand vous l'avez jusqu'à la naissance du bébé. Le temps qu'on injecte le médicament au début, ça prend à peu près une vingtaine de minutes à faire effet. On va surveiller le cœur du bébé, penser au monitorage qu'on met en continu parce qu'on donne du médicament. Fait qu'on peut voir si bébé, ça va bien avec lui parce qu'on reçoit du médicament. On va surveiller votre tension, qui est votre pression. Des fois, on peut faire de la basse pression suite à avoir reçu l'épidurale. Puis l'épidurale, prenez note, ça enlève 90 de la douleur. Le but, c'est pas d'enlever la douleur, c'est de rendre la douleur tolérable. Fait que ça enlève 90 %. Vous allez me dire pourquoi. Parce que quand vous allez être prête à pousser, vous allez sentir une pression dans votre fesse. Le réflexe que Caroline parlait tantôt, c'est bien de sentir ça, puis c'est bien de dire « Ah, mon bébé, il s'en vient, on veut pousser le bébé ». Puis quand vous avez une contraction, c'est là que vous allez pousser votre bébé. Donc, c'est très, très bon de sentir ce que vous faites, ce que vous êtes en train d'être en contrôle de votre corps, de dire j'ai une contraction, parfait, et je pousse. Parce que si vous êtes complètement gelé complètement, vous ne sentez rien. Des fois, c'est plus difficile aussi de pousser. Ensuite, au niveau forceps, ventouse et épisiotomie, ça va être vraiment dans de très rares cas. Si jamais le cœur du bébé diminue, le professionnel de la santé juge que le bébé doit sortir très, très rapidement ou très bientôt parce qu'on craint pour la vie du bébé ou quoi que ce soit, on peut utiliser soit forceps ou ventouse pour sortir le bébé. La première chose, il faut que le bébé soit accessible. Il faut que le bébé soit prêt dans votre vagin. Il faut qu'il soit proche de la sortie. Il faut qu'il soit dilaté complètement en train de pousser. On ne peut pas mettre forceps ventouse quand vous êtes en plein milieu, en travail à 5 cm. Non, c'est vraiment lors de la poussée que s'il y a un danger pour le bébé, on doit le sortir. On utilise ces choses-là. Le forceps, c'est un instrument métallique qui est appliqué de chaque côté de la tête du bébé. Le médecin, souvent c'est le gynécologue qui va faire ça, va assister durant votre poussée, puis va assister bébé pour favoriser une bonne descente. Si c'est bien appliqué, ça fonctionne super bien. Ensuite, il y a aussi la ventouse. La ventouse, soit la sage-femme ou le médecin ou le gynécologue peut appliquer la ventouse. La ventouse va être appliquée à l'occiput qui est derrière ici. C'est du silicone, c'est une capsule quand même souple. On va fixer ça au bébé. Le bébé est dans votre vagin présentement. Puis durant la poussée, on va appliquer une succion parce que ça, c'est relié à une succion murale. Puis ça va aider à la descente de bébé pour qu'il sorte s'il y a à sortir de façon plus rapide.
C'est pas à tous les jours qu'on fait ça, c'est vraiment si on a besoin que le bébé sorte rapidement, soit parce que son cœur diminue ou que le bébé va pas bien. L'épisio, qui est une coupure au niveau du périnée quand le bébé est sur le point de naître, on fait ça vraiment dans de très rares cas. On va préférer laisser déchirer les tissus. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à guérir, puis ça se recoue aussi plus facilement. De toute façon, les tissus, c'est des fibres que quand on les recoue ensemble, les tissus, ils sont plus faciles à reprendre ensemble que quand on coupe, c'est comme plus longitudinal. Les fibres de tissu, ça guérit mieux quand on laisse déchirer. Donc, lors de la réparation, on peut geler la peau avec un peu d'anesthésie locale, puis les points, ça va être des points fondants qu'on va faire par la suite. Puis ça fonctionne super bien, puis ça guérit super bien aussi. OK? Ensuite, au niveau de l'accouchement partiel, un accouchement vaginal est souhaitable. Il y a différents sièges. Un siège qu'on peut accoucher. Si bébé est assis directement sur le col comme ça, il ne sera pas possible de l'accoucher. Mais il y a plusieurs sièges que facilement on peut accoucher sans problème. On va toujours conseiller un siège qui est accouchable d'accoucher vaginalement que de faire une césarienne. Mais vous voyez avec votre professionnel de la santé, si votre siège, on peut l'accoucher sans problème parce que c'est ce qu'on préfère. Et aussi, il y a la césarienne, qui est une intervention chirurgicale majeure. Si c'est la seule façon de sortir votre bébé, on veut toujours que maman et bébé soient en santé. Donc, il se peut que vous ayez une césarienne au lieu d'un accouchement vaginal. Probablement, il y a deux sortes de césariennes. Il y a des césariennes qu'on dit électives, qu'on appelle planifiées aussi. Avec votre professionnel de la santé, vous allez le rencontrer, puis il peut vous donner une date pour laquelle vous allez avoir une césarienne. Comme exemple, certaines présentations de siège, ou si vous avez un placenta prévia, ça veut dire que le placenta, il est directement sur le col, sur la sortie, donc c'est pas possible d'accoucher vaginalement. On fait une césarienne prévue. Ou si vous avez une césarienne antérieure, puis après avoir discuté avec votre médecin, c'est pas possible d'accoucher vaginalement, on va vous faire une césarienne qui est dite planifiée. Les autres sortes de césariennes, c'est des césariennes qui sont dites urgentes. Pour les raisons pour lesquelles on ferait une césarienne urgente, c'est la position du bébé qui ne permet pas un accouchement vaginal, comme une présentation de pied. Ça veut dire que le pied, au lieu d'avoir une présentation de tête, bien, c'est le pied qui est directement au niveau vaginal. Une présentation de face, c'est le visage au lieu de l'occiput qui est dans le col. Ou si vous avez un prolapsus du cordon. Ça veut dire que le cordon passe en premier puis la tête passe après. Ça, on ne peut pas accoucher vaginalement. Si votre état de santé à vous, en tant que maman, on a une préoccupation, ou si c'est l'état du bébé, on est préoccupé. Si son cœur est anormal, son cœur diminue beaucoup, on peut faire une césarienne d'urgence. Également, si votre travail ne progresse pas, ça veut dire que vous êtes à 5 cm, on vous a donné de l'ocytocine pour augmenter vos contractions, puis quelques heures plus tard, vous êtes encore à 5, malgré que vos contractions ont augmenté. Ça, on appelle ça un arrêt de dilatation. Fait que dans ce temps-là, on veut une maman en santé, un bébé en santé, fait qu'on sort bébé par césarienne parce que le travail ne progresse pas. Donc, durant la césarienne, vous êtes consciente, votre conjoint, votre conjointe, votre personne éducative, elle est à côté de vous. Dans de très, très rares cas, vous pouvez être endormi, mais c'est quand même très, très rare qu'on fait une anesthésie générale chez les mamans de césarienne. Vous êtes consciente, vous sentez rien, vous sentez même pas qu'on vous touche, mais vous sentez rien à partir en bas des seins vers le bas. L'anesthésiste va ajouter un médicament à votre péridurale, puis le gynécologue va faire une petite incision. On peut le voir sur la photo. Une petite incision juste en haut de la ligne suspubienne. C'est par là qu'on va sortir le bébé. Votre bébé, il sort, il pleure spontanément, on va l'assécher et dès que possible, on va l'amener en peau à peau avec vous. C'est pas parce que vous avez une césarienne que vous ne pouvez pas avoir de peau à peau. Si ça ne fonctionne pas avec vous, bien, il y a votre conjoint, votre conjointe ou la personne significative avec qui on peut faire du peau à peau. Par la suite, le gynécologue va refermer avec des points fondants et peut mettre des petites agrafes aussi sur le dessus. Puis le professionnel de la santé peut retirer les jours suivants la césarienne.
Lors de la césarienne, si jamais ça va très, très rapidement, on vous dit, OK, vous allez avoir une césarienne, puis après, quand tout est passé, les minutes, les heures suivantes, vous avez des questions, n'hésitez pas à en discuter avec votre professionnel de la santé. Parce que des fois, quand on a une césarienne urgente, tout va très, très, très vite, puis des fois, on n'a pas tout compris les étapes. N'hésitez pas, posez des questions, c'est super important. Restez pas avec des incompris, des choses que vous n'avez pas compris, puis posez les questions pour vraiment avoir des réponses sur la césarienne qui s'est déroulée. D'accord? Donc, parlons maintenant de l'accouchement vaginal après césarienne. C'est pas parce que vous avez une césarienne qu'il n'est pas possible d'accoucher vaginal par la suite. L'accouchement vaginal après césarienne, elle est sécuritaire. On va évaluer certaines choses pour s'assurer que tout est correct, mais vous pouvez, après avoir une césarienne, accoucher vaginal avec votre sage-femme ou votre médecin par la suite. D'accord? Donc, c'est ce qui complète les imprévus de l'accouchement. Ensuite, comprendre et apprivoiser la douleur durant le travail. On a dit tantôt, l'ocytocine, c'est l'hormone la plus importante durant le travail. C'est elle qui va vous amener les contractions. Ça amène aussi la production de lait. Ça joue un rôle important dans le lien d'attachement avec votre bébé. Ça amène des contractions. Le but est vraiment, c'est de dilater le col. Le corps va mettre aussi à votre disposition des hormones qui s'appellent les endorphines, qui vont aider aussi à diminuer la douleur que vous ressentez. C'est quand même super bien fait, le corps. Tout est là, tout est en place. C'est juste de se servir de toutes ces opportunités-là que notre corps nous amène. Les endorphines sont libérées naturellement. C'est comme un peu comme des narcotiques naturels qui vont nous aider à gérer la douleur. Là, vous allez me dire, bien, comment qu'on peut libérer ces endorphines-là? Les endorphines, ils se libèrent toutes seules. Il faut juste créer une ambiance, un milieu pour être à l'écoute de notre corps, puis bien les utiliser, ces endorphines-là. On se sent en confiance, on tamise les lumières, on reste dans notre bulle, on est avec notre personne significative, puis on se laisse aller. Si on est stressé, si on est en panique, si ça ne fonctionne pas du tout, on n'est pas bien, on a des tensions musculaires, on va libérer de l'adrénaline. L'adrénaline, on la libère comme si en pleine forêt, on voit un ours et on veut se sauver durant le travail. Mais là, ce n'est pas le temps de libérer de l'adrénaline, c'est à la fin du travail. Mais là, durant le travail, ce qu'on veut, c'est libérer les endorphines. Parce que si on libère trop d'adrénaline, ça peut ralentir le travail, on peut devenir même beaucoup plus souffrante si on libère trop d'adrénaline. Dans le travail, vous avez les sages-femmes, les médecins, les infirmières qui sont très aidants. Leur rôle, ça va être d'assurer votre bien-être à vous, à bébé, que ça aille bien, créer une ambiance propice à l'accouchement. Ils sont présents, sont là pour vous. Ils vont vous encourager de différentes façons à se détendre. On change de position, ils sont à votre écoute, on se mobilise aussi. Le but, c'est de vivre une expérience positive. On n'accouche pas plein de fois dans notre vie, quelques fois. Fait que, on a fait un plan de naissance, on a élaboré nos désirs. Fait que, si on a une expérience positive, ça va bien aller, puis ça va même diminuer le risque d'avoir recours à des interventions aussi. C'est important, vous, en tant qu'accompagnant de la maman qui accouche, de respirer avec elle. Vous lui rappelez de boire, vous l'encouragez à prendre une contraction à la fois. Vous êtes là pour la réassurer aussi, la valoriser dans son travail. C'est un travail qui est très, très, très exigeant, mais c'est important que vous soyez là. Puis vous avez une place vraiment privilégiée d'être à côté d'une maman qui accouche. Donc, c'est exigeant pour vous, ce qui est normal. Vous vivez plein d'émotions, comme la maman aussi qui est en train d'avoir une épreuve de travail. Apportez-vous des petites collations, vous avez besoin d'énergie, vous aussi, pour passer à travers ce bel événement-là. Donc, bien vivre la douleur dans l'accouchement, c'est possible. On va voir des positions, on disait tantôt, on reste dans notre bulle, on libère des endorphines pour bien passer à travers chacune des contractions. On reste calme parce que plus on est stressé, plus on a des tensions musculaires, moins ça va bien. Mais on respire, c'est super important. Puis on peut faire des sons aussi avec notre bouche pour essayer de passer la contraction.
on bouge, on fait des changements de position. L'infirmière, le médecin et la sage-femme ou votre accompagnante aussi peut vous guider aussi par rapport au positionnement. Il y en a beaucoup de positionnements au fauteuil, sur la toilette, au lit, avec des accessoires, le ballon, on va le voir aussi. L'important, c'est de bouger et d'être confortable. Les études le confirment, des changements fréquents de position et surtout des positions verticales vont être bénéfiques pour l'accouchement. On peut faire de la visualisation, on ferme nos yeux, ça permet de nous détendre, ou de la musique aussi. Toutes des choses qu'on aime, qui créent une ambiance qu'on est confortable. Si votre conjoint, votre conjointe ou la personne explicative peut faire un massage dans le bas de votre dos, pas besoin d'un cours, on peut vous montrer des points de pression ou même la maman va vous guider. Pousse là, pèse là. Ah oui, ça fait du bien, c'est parfait. La maman elle-même, elle peut vous guider de voir où vous pouvez faire des massages durant le travail. Et on va vous montrer des petites positions que vous pouvez faire durant le travail. Donc, on peut utiliser aussi une barre de métal ou le trapèze ou le drap. Puis, on peut prendre plusieurs positions. Puis, dans chaque unité des naissances ou à la maison des naissances aussi, vous avez sûrement des photos qu'on peut voir où votre professionnel de la santé va vous guider à que vous preniez une position que vous êtes confortable puis qui va être bénéfique pour votre accouchement. Comme ici, on a le ballon aussi de naissance. Vous pouvez faire des massages dans le bas du dos, mettre des compresses chaudes, des compresses froides, tout ce qui peut aider si vous avez une douleur, mettons, dans le bas du dos ou peu importe la position que vous allez utiliser. Okay? J'embarque pas trop dans les positionnements parce qu'il y a une autre vidéo qu'on va avoir là-dessus et à l'hôpital ou à la maison de naissance, on va pouvoir vous en enseigner davantage. En fait, on va terminer, presque terminer, la rencontre d'aujourd'hui en s'assurant que vous savez quand vous rendre à l'hôpital ou quand appeler l'unité de naissance ou votre sage-femme. Donc, vous avez peut-être une petite idée, là, si on était en personne, je vous poserais la question, mais là, je vais vous donner gratuitement comme ça l'information. Quand il faut se rendre à l'hôpital ou appeler la sage-femme, ben, si vous avez perdu du liquide, on en a parlé un peu plus tôt. Si vous pensez que vos membranes sont rompues ou que vous êtes certain que c'est fait, les membranes sont rompues, il faut appeler votre sage-femme ou vous rendre à l'hôpital. Quand vous avez des contractions régulières, si vous avez une perte de sang ou une diminution des mouvements du bébé, que vous avez remarqué ça vous inquiète, à ce moment-là, il faudrait informer l'unité de naissance ou votre sage-femme. Ou pour toute autre inquiétude aussi, naturellement. Donc, pour vous en dire, parler de ça un peu plus précisément, là, les contractions, il y a un truc pour quand c'est un premier bébé, on dit que vous allez être en travail actif quand les contractions vont être au 5-1-1. Donc, les contractions vont être aux 5 minutes, qui vont durer 1 minute pendant 1 heure. Je rajoute à cela qu'il faut qu'elles soient douloureuses, là, les contractions. Il faut qu'elles soient fortes, là, assez fortes pour que vous n'êtes pas capable de parler quand vous en avez une. Si vous êtes capable de parler quand vous en avez une, ça se peut que ce ne soit pas encore le gros travail actif là, qui est commencé. Et un truc aussi, c'est de prendre un bain. Quand vous avez des contractions en 5 minutes qui durent 1 minute depuis 1 heure, qui sont fortes, prenez un bain. Et si elles continuent au 5-1-1, effectivement, ça va être le temps d'appeler ou de vous rendre à l'unité de naissance. Quand c'est un deuxième bébé, ça dépend. Si vous attendez d'être au 5-1-1, ça se peut que vous arriviez sur votre lieu de naissance proche de pousser. Donc, ça dépend de si vous avez beaucoup de route à faire, ça dépend de si vous avez accouché très rapidement de votre dernier bébé, ça dépend de si votre col est déjà très dilaté dans les dernières semaines de grossesse. Donc, vous pouvez en parler avec votre professionnel de la santé à savoir quand est-ce que ça serait le meilleur moment pour appeler. Ah, puis une chose importante, c'est que une contraction, ça se calcule du début de une au début de l'autre. Hein, pour dire que ça fait 5 minutes. Ce n'est pas l'intervalle entre la fin de une et le début de l'autre. Alors, naturellement, tout ce qu'on vient de vous expliquer là, c'est de la théorie. C'est des généralités qui vont s'appliquer pour la majorité une majorité de femmes, mais
naturellement, ben, votre expérience personnelle pourrait être différente, puis ça ne serait pas nécessairement anormal. Hein. On dit que chaque accouchement est différent d'une femme à l'autre et même d'un bébé à l'autre. Donc, ça vous donne, ce que vous avez appris aujourd'hui avec ce cours-ci, c'est que ça vous donne des points de repère, les mêmes que vos professionnels de la santé vont avoir. Fait que vous allez parler le même langage, puis ça peut vous donner comme je vous disais, des points de repère pour vous situer un petit peu dans votre travail, dans votre accouchement. On va vous laisser sur un petit vidéo, puis on va vous souhaiter un bel accouchement, une belle rencontre avec votre bébé. I'll hope each day along the way. I'll cherish every moment, come what may. By and by, I'll hold you in my arms by and by. Yes, by and by, I'll hold you in my arms. I'll watch with eyes open wide as you greet this world with your brand new cry. You'll find your way into my loving arms naturally. You'll find your way into my loving arms. And I will be so amazed by you. Just minutes old, you'll know what to do. It's magical to see you find your way naturally. It's magical. Happy birthday. I hoped each day along the way, I cherished every moment. Now I can say, finally, I'm holding you in my arms magically. Welcome, baby, happy birthday.